Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Nogueira, qui est un ami mais aussi un ancien collègue avec qui j'ai eu la chance de travailler chez 01net et qui est aujourd'hui journaliste indépendant et très pointu dans la tech. Il fait notamment des tests de téléviseurs, de vidéoprojecteurs, d'appareils domotiques ou encore de véhicules électriques. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de son parcours, de son métier actuel et de sa passion pour les nouvelles technologies. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut David, ravi de te recevoir. Salut Florian, écoute, c'est un plaisir d'être avec toi sur ton émission. Bah écoute, de même, ça fait un petit moment qu'on avait parlé de se faire cet épisode ensemble, donc enfin on peut enregistrer. Est-ce que tu peux, pour commencer l'épisode, la question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien oui, écoute, David, alors Nogueira plus exactement, parce que comme ça permettra à ceux qui veulent me retrouver de pouvoir le faire plus facilement. Journaliste tech depuis... bientôt 20 ans, je dirais, effectivement, puisqu'on s'est connus, nous, dans une autre vie, mais j'imagine qu'on va s'en reparler aussi ici. Donc, journaliste tech, passé par des médias, magazines, papier, et puis ensuite arrivé sur 01net avant de partir de 01net après presque 15 ans. Pour être maintenant journaliste et créateur de contenu ou youtubeur, voilà, influenceur, comme tu veux, influenceur à mon compte sur ma chaîne et toujours très attaché à bosser avec quelques médias que je me ferai aussi un plaisir de préciser un peu plus en détail. Ça marche. Bon, si on se replonge un peu dans le passé, alors déjà d'où est-ce que tu viens et comment est-ce que tu en es arrivé à travailler dans le monde des nouvelles technologies et du journalisme au final ? Alors, c'est vraiment une anecdote. J'étais pas du tout prédestiné, entre guillemets. J'ai pas du tout suivi un cursus basique sur cette partie-là de comment on devient journaliste. En fait, j'étais juste ultra passionné de tech. Moi, j'ai toujours fait des métiers plutôt techniques. Et en l'occurrence, j'ai fait des études. Je suis allé jusqu'en BTS, génie mécanique. Et donc, je bossais dans des bureaux d'études, bureaux des méthodes. Je passais mon temps derrière des ordinateurs à faire des plans qui étaient ensuite envoyés dans des ateliers pour des constructeurs automobiles. J'ai bossé pour certaines divisions de Danone. Enfin bon, c'était vraiment de la CAO, CFAO, DAO, etc. Et je me levais le matin, je pensais à ordinateur, je me couchais le soir, je pensais à ordinateur, et puis je déjeunais en lisant des revues informatiques, quoi. Donc très très passionné, et en fait c'était un cadre un peu familial, puisque l'un des très bons amis du père de ma femme était déjà rédacteur en chef, même dans un magazine, qui à l'époque s'appelait Micro Achat. Et moi j'avais décidé du jour au lendemain, en fait, j'étais dans ma dernière année de BTS, et j'ai dit bon, ça m'intéresse plus, l'alternance, tout ça, c'est cool, mais... Faire ce métier, il m'intéresse. Enfin, je sens que ça va m'ennuyer. Je veux m'orienter vers l'informatique. Donc, je dis, je vais arrêter l'école. Et je me suis dit, tant pis, je reprendrai à la rentrée sur un IUT ou un truc comme ça. Bon, il s'est avéré que tout est allé très vite et qu'en fait, j'étais un peu en retard pour m'inscrire. Je me suis dit, tant pis, je vais faire une année et puis je vais faire des petits jobs parce que papa, maman, ils m'ont dit, pas question de rester à la maison. Donc, tu vas te faire des petits jobs. Et puis, j'avais mon frangin aussi qui me poussait pas mal aussi ensuite à essayer de retrouver des cursus fac ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai fait une espèce de mise à l'épreuve, donc en lien avec cette personne qui était dans un magazine, qui m'a dit, écoute, moi, je te prends à l'essai, on voit ce que ça vaut, ce que tu vaux côté écriture. Si ta passion, effectivement, va te permettre de t'en sortir au sein d'une rédaction. Et ça l'a fait. Ça l'a fait donc ça, c'était en 2001 de mémoire, pour Micro Achat, le magazine, où j'écrivais, alors que c'était pas des trucs très très littéraires, c'était les bons plans en fait. À l'époque, il y avait l'équivalent des bons plans aujourd'hui. Il y avait entre 60 et 80 pages de magazine où en fait j'étais en relation avec tous les petits revendeurs de la rue Montgalais et d'autres coins un peu partout en France, toutes ces boutiques avant que Amazon rafle la mise sur tout et qu'il y avait encore beaucoup de boutiques informatiques. En fait, je faisais grosso modo, on avait des configurations spéciales, des ordinateurs qui étaient montés pour micro-achat, on avait des codes promo, etc. Et donc moi j'écrivais sur ce matériel informatique en suggérant au lecteur, si cette machine vous plaît, là, ça, là, ça. Donc voilà, donc c'était déjà un peu des petites revues là-dessus. Et de là, ensuite, j'ai fait quelques formations, effectivement. Je suis retourné un peu à l'école pour être un peu plus formé, parce que j'écrivais entre 60 et 80 pages, mais bon, c'était de l'abattage, il n'y avait rien de très... Et puis forcément,
J'étais en rédaction, donc à micro-achat, donc formé par les collègues. Et puis ensuite, tu commences le test, le comparatif. Alors quand tu es dans une rédac où en plus ça arrive les mois qui était un peu orienté gaming, arrivent les mois où tu fais les comparatifs de volants, les comparatifs de bornes d'arcade, etc. Tu dis, c'est cool ce boulot, c'est peut-être vers ça que je vais rester. Et donc j'ai persisté, ça l'a fait. Voilà. Trop bien. Donc ouais, en fait, tu t'es formé sur le tas avec la passion, la motivation. C'est ça qui t'a permis de te faire un nom dans ce milieu-là, on va dire. Et comment t'en es arrivé à tester spécifiquement, parce que je l'ai précisé un petit peu au début, à tester, on va dire, des télés, des véhicules électriques à terme, même des appareils de maison connectés. C'était des passions spécifiques ou c'était un attrait particulier? Comment ça s'est passé, cette spécialisation, on va dire? Alors, c'était à la fois très lié à ma personne, je te le dis très modestement, mais et très lié aussi au contexte. Parce que c'est vrai que quand je suis sorti de micro-achat, déjà, on avait des comparatifs et puis tous les mois, tu changes de thématique. Tu ne refais pas toujours le même job comme aujourd'hui, on peut le faire sur un site internet. Et je veux pas faire de clichés parce que dans une rédac, tu peux aussi faire plein de choses, mais souvent on avait, et de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui où les effectifs ont tendance à se réduire, mais à un moment donné, il y a eu quand même des sites tech spécialisés où grosso modo chaque rédacteur avait une spécialité. Bon, on va le dire aussi, on a bossé quand même ensemble à 01 et tu as bien vu qu'il y avait, on avait tous plusieurs capacités à faire plusieurs choses. Et donc, pour en revenir à ça, le magazine déjà te formait à tester de multiples choses, à tester plusieurs types de produits parce que tu es sur une publication au quinzomadaire, mensuel, ce genre de choses. Donc, voilà. Et donc, tu te spécialises sur plein de choses. Et surtout, moi, j'avais vraiment envie de ne pas être monoproduit. Je voulais avoir une vision parce que j'estimais que de toute façon, l'expérience que j'allais pouvoir acquérir sur la télé, sur les enceintes, sur ce genre de choses, ça allait pouvoir me profiter de la même manière quand tu rentres dans une voiture et que tu dois apprécier la qualité d'un écran, la qualité d'un système audio, ce genre de choses, ça m'intéressait beaucoup. Et donc très curieux, et donc ça c'est un peu le contexte, et puis le contexte, et puis cette fois-ci ce qui touche plus donc la personne qui a envie de faire plein de choses, et ce qui touche plus au contexte, c'est que entre le moment où micro-achat, où moi je travaillais micro-achat, et où la rédaction en fait, où ça s'est arrêté, le groupe a été vendu, en fait ça a été racheté par Groupe Test, dont tu as forcément entendu parler toi aussi. Ils ont racheté la licence micro-achat et d'autres magazines, à l'époque aussi, l'ordinateur individuel, micro-hebdo, etc. Et en fait, de micro-achat, on est devenu magazine, on est devenu microachat.fr. Et de microachat.fr, on faisait quelques petits tests, un peu d'actu tech aussi. C'était notre quotidien, on n'était que deux. Et l'équipe s'est un peu complétée avec l'arrivée d'un rédacteur en chef, etc. Et donc, microachat est devenu 01net produit. Et de 01net produit, là, il fallait dire, OK, là, 01net produit, il faut qu'on s'y remette. Et moi, j'ai tout de suite dit, OK, mais là, multiplions les catégories de produits, allons-y. 01net produit, donc qui était une verticale de 01net.com, et ensuite on avait une vraie chaîne comparatif et test. On s'est staffé, on a chacun encore continué d'augmenter, et moi comme on était peu nombreux et qu'il fallait diversifier, j'ai pris je souhaitais garder beaucoup de rubriques, donc la maison connectée, comme tu l'as dit, les téléviseurs. Alors, ça a été, tu te souviens, on a eu Bruno Cormier à la rédaction qui a repris pas mal de tests de télé. Qu'on salue. Moi, je faisais du vidéoprojecteur, voilà, qu'on salue évidemment. Aujourd'hui, il est en pleine, il est dans une reconversion et heureux, je pense, j'espère pour lui. et c'est vrai qu'on avait tous comme ça de multiples spécialités. Et moi, je voulais vraiment toucher à tout parce que le monoproduit m'aurait un petit peu ennuyé, je pense. Est-ce que tu as une thématique préférée parmi celles-ci, télé, domotique, voiture? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer encore aujourd'hui? Alors la télé, tu sais que c'est un sujet que j'aime beaucoup creuser et c'est aussi un sujet qui marche beaucoup sur ma chaîne et qui marche aujourd'hui de plus en plus parce qu'il y a vraiment de la demande, il y a des profils qui se spécialisent. Après, la mobilité et la smart home, ce sont deux thématiques sur lesquelles j'aimerais vraiment, vraiment revenir. Sur 01, là encore, je vais le dire très, très, très modestement, mais sur 01, on avait vraiment réussi à se faire une place parmi les médias auto spécialisés. Ouais. Et ça, c'était quand même très rare parce qu'il y avait des pure players auto. Je ne traitais pas l'info de la même manière. On allait chercher toujours les contenus tech et au bout d'un moment, quand même, fallait s'étendre parce que la portée du média était là. Il fallait quand même que quand on testait une voiture, il fallait quand même qu'on aborde la voiture et pas juste son électronique. Et on a quand même fait des essais très poussés dans le sens avant-gardiste du terme. On était quand même très tôt dans des voitures autonomes.
Aujourd'hui, on parle beaucoup des technologies de Tesla, etc. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'étais dans une Audi A7 en train de faire un tour de circuit en véhicule autonome à plus de 200 km/h. Donc, c'est des choses que j'ai effectivement tendance un petit peu à relativiser, et pas pour faire mon vieux, que je ne dirais pas. Mais voilà, effectivement, on était quand même arrivé très très loin dans cette approche du véhicule autonome, faire des tables rondes avec des profils que j'avais jamais vus dans l'automobile, avec des neuroscientifiques, avec des psychologues qui t'expliquaient comment le véhicule autonome allait devoir énormément être travaillé pour être accepté par les gens. Et ça, c'est des discussions qui étaient phénoménales. Moi, j'ai adoré vivre tout ça, vivre cette accélération du véhicule autonome. Ça s'est ensuite un petit peu essoufflé, mais c'était un sujet qui était très très fort, et j'aimerais vraiment pouvoir y revenir, notamment sur ma chaîne. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Il y avait des très bonnes vidéos. J'en ai re-regardé une il n'y a pas très longtemps pour un petit peu préparer l'épisode, et c'était dans une voiture sur un circuit où le coffre était rempli d'électronique. C'était un énorme truc, juste pour éviter des obstacles sur la route, alors que maintenant tout est intégré et c'est trop drôle. Et d'ailleurs, cette émission sur 01net, ça s'appelait 01 Drive, que tu animais et que tu as réalisé en partie par Jean-David Duarte, que je salue également parce que c'est un ancien collègue et qui faisait un super travail sur cette émission, ton binôme. Donc voilà, je le salue également. Donc toutes ces thématiques, j'ai l'impression que tu es toujours passionné par toutes, en fait. Il n'y en a pas une que tu rejettes plus maintenant que plus que l'autre. Donc si on avance un peu dans le temps, fin 2018 ou début 2019, tu prends ton envol, tu quittes 01net pour te lancer à ton propre compte. Raconte-moi un petit peu ce passage de ta vie déjà. Ça a été, je crois qu'encore aujourd'hui, j'avais un peu les poils qui se hérissent. Ouais. Ça a été dur parce que tu es passé par là. Tu sais que 01net, on a vécu des moments ultra difficiles dans les différentes restructurations, etc. On était quand même une énorme boîte, groupe test, qui ensuite a connu des rebondissements, etc., des rachats. Voilà. Donc on était quand même une très très grosse boîte, et c'est vrai que ceux qui restaient, et ceux que je salue encore, qui aujourd'hui ont même changé de groupe, qui ne sont plus dans le groupe Altis, mais les camarades de 01net sont toujours, pour certains, sont toujours là, et je les salue, Pierre, Eric, Adrien, etc., qui sont encore qui est un noyau dur. Tu sais bien que on est vite resté effectivement, donc ça fait presque, c'est peut-être un peu cliché, mais voilà, en tout cas, à défaut d'être une famille, on était une vraie bande de très bons potes, de très très bons collègues. On se serrait beaucoup les coudes. Moi, c'est vrai que, on se serrait beaucoup, on se soutenait beaucoup. Et c'est vrai que j'avais une certaine forme de liberté, parce que je pense que beaucoup avaient confiance. Et j'aurais peut-être dû encore plus l'exploiter, parce qu'à l'inverse de ça, j'avais un souhait de rester très hiérarchie, etc. Donc je pense qu'il y avait une forme de frustration qui fait que j'avais un média, un très très gros média, dans un très gros groupe, plein de possibilités, un super cadreur JD qui était capable de me suivre dans tout et n'importe quoi. Il était super motivé, il était super débrouillard, enfin il était ultra polyvalent. Et cette frustration de voir que plein de choses se concrétisent pas parce que tu es dans un très gros groupe et que tout prend du temps. Ouais. Et moi, j'en étais arrivé là où je me suis dit, attends, on est pionnier sur N sujets, sur la voiture autonome, on va aux États-Unis, on parle avec des gens, c'est complètement... aujourd'hui, si on s'était vraiment donné les moyens, je pense qu'on aurait vraiment pu exploser le game, entre guillemets. Donc ça c'est... J'avais cette envie... Et j'arrivais pas à la concrétiser, même avec ces gros moyens. Et donc, il y a eu une forme de lassitude qui s'est installée. Et je me suis dit, écoute, t'as une opportunité, parce que c'était une opportunité à ce moment-là aussi qui s'offrait à nous avec un changement de propriétaire. J'avais une opportunité de partir sous des conditions qui fait que, faut se le dire aussi, on prend des risques. Quand on a une famille, 2 enfants, il faut faire très attention aux risques qu'on peut prendre. Et là, les risques étaient contrôlés. Et donc, du coup, je vais partir... J'ai un nom, entre guillemets, les gens me connaissaient, j'ai des capacités en vidéo, je peux aller vers différents médias, etc. Donc, différents supports, pardon. Et mon souhait était de lancer une chaîne YouTube et d'y aller à fond. Et la suite a fait qu'effectivement, en 2019, en fait, très vite, j'ai commencé à collaborer avec 2 gros médias, avec Clubic et Frandroid. Et c'est vrai que, voilà, ça...
C'était l'arrêt de 01net, j'aurais pu y rester en fait, j'aurais pu y rester, je pense que même aujourd'hui encore je pourrais y être et voilà, sauf que j'avais envie d'accélérer, d'y aller fort et j'avais l'impression que j'étais dans une impasse sur ce média-là en tout cas. Et donc voilà. ton projet à ce moment-là, cette chaîne YouTube, qu'est-ce que tu visualises, où est-ce que tu as envie de l'emmener ce projet? Alors ce que je visualise, c'est que je me dis, en fait ce que je fais, je vais le faire pour moi. Je sais que c'était compliqué parce que voilà, j'ai travaillé beaucoup avec JD, mais on a travaillé aussi ensemble. Je vous ai vu beaucoup, toi beaucoup sur des boulots de régie, tous sur des boulots de montage, où tu sais que c'est une vraie galère et tu dis tant pis, on va faire des trucs avec peut-être un peu moins de moyens, un peu moins de souhaits niveau qualitatif, etc. Et ça, je le dis très humblement, je pense que je l'ai très mal concrétisé. Je l'ai sans doute très mal visualisé aussi. C'est que je suis parti dans un truc en me disant, OK, je vais tout abandonner, je vais y aller. Et en fait, quand tu finis le mois et que tu te dis, tiens, c'est bizarre, ça fait 20 ans que je bosse, là, ce mois-ci, je vais pas avoir de fiche de paye. Moi, c'est bizarre quand même. Tu vas te dire, bon, tu pars, OK, tu as ton chômage, tu as tes trucs, mais c'était pas dans ma mentalité du tout. J'ai jamais été à attendre quoi que ce soit, à me la couler douce ou quoi que ce soit. J'ai toujours voulu bosser. Je faisais partie des premiers arrivés, derniers partis, même avec effectivement des enfants en bas âge, etc. Donc c'était toujours dans mon souhait d'être à fond. Et là où je dis que je me suis planté, c'est que quand j'ai été contacté par ces médias, en fait, j'ai pas su me dire non, il faut créer ton truc et tant pis, fais-toi violence. Entre guillemets, vis du chômage, c'est ce que pas mal m'ont dit. Ils m'ont dit, de toute façon, il faut que tu crées ton truc et avant 2 ans, il se passera pas grand-chose, notamment sur la création de contenu. Et déjà, aujourd'hui, ça aurait été encore plus dur parce qu'aujourd'hui, YouTube Game, les audiences sur YouTube, sans vouloir servir la soupe à ceux qui s'en plaignent, c'est vrai que c'est compliqué. C'est dur de percer. Ça l'a été moins par le passé. Et peut-être qu'il y a 4 ans en arrière, si je m'étais vraiment donné les moyens et que j'aurais arrêté tout le reste en me focalisant sur ma chaîne, peut-être que effectivement ça aurait pris. Il y a une autre vérité, c'est que j'étais très attaché aux médias. Et ça, du coup, quand Frandroid et que Clubic m'ont sollicité en me disant mais nous on veut travailler avec toi, j'ai trouvé ça top. J'ai aussi bossé avec Autoplus, avec l'Autojournal, avec qui ça s'est très bien passé. Donc j'avais quand même pas mal de entre guillemets de sollicitations. Donc ça c'était plutôt bien. Encore une fois, très humblement parce que faut faire tes preuves. Voilà, c'est comme ça. Je suis rentré dans ce métier comme je te l'ai dit sans formation. J'ai fait mes preuves sur le tas. C'est un truc qui me suit beaucoup. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé là, j'ai accepté ces trucs-là. Et en fait, la chaîne, il ne s'est pas passé grand-chose avant quasiment 1 an et demi. Et donc, du coup, mon ambition de basculer totalement... Enfin, moi, je me voyais déjà aller, pourquoi pas, causer dans le poste de temps en temps d'une chaîne en leur disant, d'une radio, en leur disant, tiens, il y a ce truc-là que j'ai vu, que je connais. Allez, je peux vous décrypter cette technologie-là. Faisons des trucs. Ça faisait partie un petit peu de ce que je faisais aussi à 01. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, j'ai continué à écrire, j'ai continué à bosser pour les autres médias, j'ai continué à faire de la vidéo pour les autres médias, pour que eux mettaient sur leur chaîne YouTube. Et du coup, le projet de la chaîne a mis longtemps à démarrer, bien 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans avant que j'envoie un mail, que je prévienne les rédactions en leur disant, bon, c'était un honneur entre guillemets, de bosser avec vous, c'était un vrai plaisir. Mais aujourd'hui, c'est peut-être quand j'ai eu 40 ans, 39, 40, voyant la quarantaine arriver, tu vois, je me suis dit, bon, il faut que je redevienne propriétaire entre guillemets, de mon savoir-faire. Et c'était mon souhait, du coup, de lancer la chaîne. Enfin, d'accélérer sur la chaîne. Ouais. Donc, c'était un peu... t'avais un peu une crainte de te retrouver sans aucun salaire et ça t'a... c'est ça qui t'a, on va dire, motivé à accepter ces sollicitations des différentes rédactions et ça te rassurait parce que ce métier-là, tu le connaissais. Tu savais que tu n'allais pas être perdu et que tu allais pouvoir faire du travail et être rémunéré alors que l'incertitude de ta chaîne et d'être en indépendant complet, ça t'effrayait un peu plus, je pense. Ah ouais, c'est une angoisse, mais encore aujourd'hui, quotidiennement, ça me réveille. Hein. Enfin, je t'en ai déjà parlé, il y a des choses qui me réveillent la nuit. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai effectivement j'ai pas pour être très, très transparent, c'est vrai que je ne fais pas de grosses OPSP, etc., où tu dis, bon, voilà, je vais mettre de côté. Alors, ça, c'est pas encore le cas, c'est pas encore mon audience de ma chaîne YouTube me permet pas encore de vivre, donc je vis encore sur d'autres moyens, des collaborations avec les médias dont on pourra parler si tu le souhaites ensuite. Mais c'est vrai que c'est une vraie angoisse. Tu peux pas, à moins d'avoir... Enfin, l'audience, clairement, aujourd'hui de ma chaîne ne me permet pas de vivre du tout. Je suis pas du Juste pour rappel, aujourd'hui, ta chaîne, tu as 21 000 abonnés environ ?
Je suis pas loin de 21 000 abonnés, Ouais. Tout à fait. Et au J'ai niveau des audience, bons watch time. Ouais, tu sais à peu près combien t'es en audience par mois, approximativement? Du coup, je l'ai pas là. Alors, attends, Histoire de parce que si tu contextualiser veux- un peu pour que les gens comprennent que même si on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et tout ça, on n'est pas, enfin, ça dépend en Bah, fait, mais on peut pas forcément en vivre directement. Tu vois, là, sur la période des 28 derniers jours, je suis aux alentours des 100 000 vues. Et sur une moyenne de... Alors, c'est vrai qu'il y a des mois où c'est plus, hein. Là, ce mois-ci, j'ai un peu moins publié parce que justement, petite urgence pour raison personnelle, il faut faire rentrer un peu d'argent. Et donc, du coup, il faut que tu répondes à certaines sollicitations. Ça te prend beaucoup de temps. Ouais. Je vais te détailler un peu le boulot des médias ensuite, que tu vas reconnaître aussi parce que c'est des choses que tu as vues au quotidien. Ça demande beaucoup de temps aussi de travailler avec les médias. C'est pas comme ça. Si tu veux faire un boulot de qualité, ça demande du temps. Et donc là, tu vois, j'approche les 21 000 abonnés. Je fais des mois parfois à plus 400 abonnés par mois. Des fois, ça peut aller jusqu'à plus 700, plus 800. Tu vois, c'était les scores que j'avais au mois de décembre parce que il y avait un gros rythme de publication et donc là forcément il m'est arrivé de faire plus aussi en audience. Mon sujet, c'est vrai que c'est que je fais beaucoup de vidéos longues, mais après j'ai un watch time moyen qui est aux alentours des 10 minutes à peu près et des taux d'engagement qui effectivement sont parfois de 4 entre 4-8% sur les fameux taux de clic par impression. Donc ça c'est sur des périodes de 28 jours. Mais ça ne te permet pas de vivre parce qu'effectivement, déjà, tu as des petits revenus de quelques centaines d'euros sur lesquels ensuite tu redéduis, des taxes, tout simplement, ce que tu déclares. Et surtout, si tu rapportes ça au temps passé, c'est pas à toi que je vais apprendre ce que peut prendre un temps de montage. Alors, tu as d'autres capacités de montage que je n'ai pas. mais voilà, hein, tu vois, même si tu bosses avec DaVinci Resolve, quand tu pars une journée pleine sur un sujet, que tu es seul, que tu tournes, et qu'ensuite tu dois te faire un fast cam qui peut te prendre vite 2-3 heures facile, 5-6 si tu dois refaire ton setup parce que tu n'as pas un studio et que tu dois réinstaller tous tes éclairages, tu dois tout repositionner, etc. Et ensuite repasser en montage, c'est extrêmement chronophage, c'est énergivore. Et j'ai déjà un pote qui m'a demandé plusieurs reprises, ouais, mais t'as regardé du coup à combien était ton taux horaire? T'as juste envie de dire, mais malheureux, certainement pas. Si je fais ça, c'est la fin des haricots. T'as juste envie de te dire, bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Autant rester couché à ce rythme-là. C'est ça. Donc non, c'est animé par la passion. C'est animé par la passion et ce truc de te dire qu'à un moment donné, ça payera et surtout, c'est un peu triste d'une certaine manière. Hein, peut-être que ceux qui me regarderont trouveront ça plutôt sympa, mais c'est vraiment l'impression. Et c'est pour ça que mes vidéos sont longues, c'est que quand tu as livré ton info et que les gens derrière te disent « Ah, punaise, ça, j'en avais entendu parler nulle part ailleurs, c'est cool, ah, merci. Hein. » Bon, c'est le côté gratifiant. Après, t'es jamais assuré que même si tu as orienté quelqu'un, tu sauves pas des vies. Mais même si tu as orienté quelqu'un, c'est pas pour autant que tu es sur une logique où le gars il va te dire « Bon, merci, je te file 5 euros, je te file 10 euros. » Tu vois, c'est très... et sur le moment, c'est pas ce que tu demandes. Sur le moment, ce que tu veux, c'est faire ton taf, répondre à des problématiques et le faire bien. Non. Donc, je pense que les gens l'ont bien compris. T'es passionné, t'as envie de transmettre un message, de le faire bien, de pouvoir avancer plus vite qu'avec les contraintes d'une grosse entreprise. Est-ce que le fait de voir tous les créateurs de contenu, les youtubeurs, notamment tech, donc dans ton domaine, qui évoluaient, qui faisaient de plus en plus de vues, qui avaient de plus en plus d'abonnés, c'est quelque chose qui t'a aussi motivé, qui t'a donné envie de faire la même chose? Oui, clairement, parce que en fait, c'est ce qui te motive à sauter le pas. Tu te dis, si d'autres y arrivent, pourquoi pas moi? Après, une fois que tu as dit ça, tu te dis, ok, mais comment tu veux le faire? Et malheureusement, c'est sans doute là que j'ai fait les mauvais choix. C'est que comment je veux le faire, j'ai sans doute pris un truc où c'est trop de contraintes. Trop de contraintes, le long format, qui peut-être effectivement, encore aujourd'hui, c'est une discussion que j'avais avec un abonné qui est extrêmement fidèle, qui me suit depuis très très longtemps, y compris sur la partie auto d'ailleurs, qui suivait déjà ce que je pouvais faire sur 01net. Et tu peux le citer si tu veux le remercier. C'est Didier, mais il y en a d'autres, Didier Méance, mais qui effectivement me disent, ouais, c'est cool, nous on aimerait bien te revoir plus souvent sur la voiture, et puis surtout,
quand tu vois dans ton player que tu as des vidéos qui font 20 minutes, tu dis celle-là, je vais me la garder pour plus tard. Sauf que le plus tard, peut-être que tu n'y reviens pas. Peut-être que le truc de 20 minutes, tu sais que même si tu te le mets, si tu l'ajoutes à tes vidéos que tu veux regarder, tu le regardes peut-être en 2-3 fois. Donc il faudrait que j'arrive à descendre quasi divisé par 2. Et le problème, c'est que quand je fais ça, j'ai l'impression de pas répondre à ce que les gens vont attendre. Et c'est une vraie... Déjà, quand j'écrivais long. Comme me disait Xavier Regor, que tu as connu, qui était un de mes rédac chefs, lui, il me disait, et puis je vais revenir ensuite à ta question, lui me disait, il faut être le plus concis possible. Alors le concis en un seul terme, et le jeu de mots était rigolo quand même. Donc, il me disait, il faut être le plus concis possible, et Éric Le Bourlou, que tu as connu aussi, lui me disait, informer, c'est choisir. Et c'est vrai que c'est la torture psychologique que tu dois te faire au quotidien, et surtout quand tu es en télé ou en radio, où il faut être extrêmement court. Et c'est un vrai boulot aussi, ça fait partie du boulot de journaliste. Donc moi, voilà, j'avais ce truc-là, et quand je voyais les autres youtubeurs, je me disais, ouais, c'est cool, eux, ils y vont, pourquoi pas moi ? Et aujourd'hui, quand je parle avec certains d'entre eux qui ont vraiment très, très bien réussi, et dont un qui est un énorme travailleur, je suis vraiment pas sûr que c'est ce que j'ai envie de faire, mais Aurélien Granet, Monsieur Greux, lui, il a un rythme de production, tu sens que c'est presque boulimique, son truc, il est vraiment dans... Mais bon, ça fait partie de la personnalité. Il va très vite, ça pop tout le temps, boum, boum, boum. C'est un rythme qu'il a adopté, il a une façon. Et il a un truc qui est évidemment, et que clairement j'ai peut-être sous-estimé et qu'aujourd'hui j'arrive pas encore à concrétiser, c'est être capable de générer du revenu pour payer quelqu'un qui te fait tes montages, tout simplement. Et avoir atteint aussi ce seuil critique. C'est une chaîne, enfin, tu la connais, parce que tu as aussi bossé avec des gros, tu le connais, cette problématique il te faut de l'audience pour que la marque s'intéresse à toi, et pour que la marque s'intéresse à toi, il te faut de l'audience, et pour que tu puisses avoir dégagé des budgets pour payer quelqu'un, encore une fois, il te faut de l'audience, et si tu veux du budget des marques, voilà. Donc tout ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est très, très difficile à concrétiser. Et là, dernièrement, on voit un peu, mais c'est pas la première fois, c'est pas la première année, où on voit que ça pop du côté des micros influenceurs et influenceurs qui auraient une audience un peu plus captive que ceux qui effectivement attirent des centaines de milliers de vues, où en fait t'es débordé. Moi aujourd'hui je reçois quelques centaines de messages, et c'est vrai que ça devient dur d'être raccord tout le temps, de répondre à tout le monde, d'être systématiquement ultra rapide. Et les réseaux sociaux aussi, sur lesquels je suis pas très très bon, mais ça c'est encore une fois, c'est très personnel, j'arrive absolument pas à me dire le matin, il faut que je poste un truc. Si j'ai pas un truc à raconter, je vais pas le faire. Et malheureusement, sur certains réseaux sociaux, il faut juste montrer que tu es là et que tu vis, et que voilà, ça fait partie des liens que tu crées avec ta communauté. Et ça, je le concrétise très mal parce que j'y arrive pas. Je suis pas câblé comme ça encore. Après, je pense que parfois aussi tu dois sous-estimer ton travail, parce que moi, de ce que je vois d'un point de vue vraiment extérieur, et je suis vraiment à distance parce qu'avec vu que je suis à Montréal, mais tu as quand même réussi à créer une communauté de passionnés avec toi, et notamment sur Discord, où je vois qu'il y a vraiment une activité, des gens qui interagissent autour de notamment des télés, des voitures, etc. Il y a vraiment... T'as vraiment un groupe de fans, je sais pas si on peut les appeler des fans, mais des gens qui apprécient beaucoup ton travail, des technophiles qui ont la même passion que toi. Et finalement, parfois, ce qu'il faut se dire, c'est pas forcément la quantité le nombre d'abonnés qui va compter, c'est la qualité. Et si tu arrives à avoir 20 000 abonnés actuellement sur ta chaîne, et je sais pas moi, 15-20% qui sont ultra passionnés comme toi et qui apprécient ton contenu, parfois ça vaut plus que d'avoir 1 million d'abonnés et même pas 1% qui te suivent fidèlement, tu vois. Donc je trouve que peut-être que tu es aussi un peu dur avec toi, dans le sens où, malgré tout ce que tu peux dire par rapport à tes performances sur les réseaux sociaux, sur Discord notamment, il y a une belle communauté pour moi. Donc c'est pas forcément Insta, TikTok, Facebook et Twitter qui vont être les plus intéressants pour toi, mais si tu te cibles bien si tu te concentres bien sur Discord, je pense que ça marche aussi en vrai. Ouais, c'est vrai, tu as raison, je te remercie encore. C'est un truc effectivement où tu m'as déjà appelé à cette sensibilité, et puis même sur parfois certains lives que je peux lancer presque à l'impro, presque en mode impro, dernière minute, où j'envoie un truc en disant allons-y, on lance un live. Non, c'est sûr, c'est que j'ai une communauté qui est à mon sens très très qualitative, et très très présente et très très sensible, et les échanges que je peux avoir
on sent qu'ils sont là parce que ils ont envie d'avoir de l'info, ils ont envie d'avoir du détail. Il y en a beaucoup où, enfin, tu l'as vu la dernière fois, je crois j'avais lancé un live, le truc avait duré près de 2h30, 3 heures, alors que en fait on rebondissait de sujet en sujet, et puis on y revenait, et ils avaient besoin d'infos, il y avait toujours une petite question, et les gens te disent ah non mais alors tu leur dis bon bah je vais peut-être arrêter, et les gars te disent oh bah c'est ton live, arrête quand tu veux, mais hop ils surenchérissent et ils te reposent des questions. Et c'est vrai que moi je suis beaucoup plus actif sur le Discord, où je crois qu'aujourd'hui on avoisine les 500. Et alors tous ne sont pas au taquet, ultra actifs, etc. Mais ça pop de temps en temps, et surtout c'est extrêmement bienveillant. Il y a des gens qui sont... la chance que j'ai, et c'est que dans les abonnés, et j'ai l'impression aussi que c'est ça aussi sur les commentaires, il y en a toujours des gars qui sont extrêmement catégoriques. Des gars qui, soit ils ont la science en infusion, soit ils ont des points de vue très très catégoriques sur les choses. Et là, le débat est compliqué. Le débat est compliqué, et moi, mon point de vue, quand les gens me demandent « Ouais, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Je peux pas dire à un gars bah, « Achète-toi ce téléviseur ». Non, c'est quoi tes besoins, c'est quoi ton budget, qu'est-ce que tu en attends. Moi, je suis père de famille, je vais pas dire à un gars bah, tu vas sur une marque X, et puis tu prends le téléviseur à 2500 €, et puis c'est pas grave, si jamais tu as besoin, tu rechanges dans 2 ans, et puis tu es tranquille, tu changes tous les 2 ans, tu remets 2500 €. Non, ça n'a pas de sens. Ouais, il faut un minimum, voilà, il faut un minimum échanger, et surtout, si c'est ce que je leur dis souvent, c'est que les gars, si c'est derrière pour aller vous priver d'une sortie, manger des pâtes à l'eau, etc., ça n'a pas de sens. Donc c'est un truc que j'ai réussi, je pense, à partager, ou en tout cas, sans le dire clairement dans mes vidéos. Les échanges que je peux avoir sur Discord sont ceux-là. Et c'est ce que les gens ont l'air d'entendre. Ils sont vraiment pas... voilà, ils préfèrent que je leur dise attendez, on va prendre le temps, on va réfléchir, est-ce que c'est vraiment ce truc-là, etc. Plutôt que de leur répondre facilement avec prends le plus cher, ça sera le meilleur. Voilà, donc oui, ce Discord c'est un truc d'ailleurs que je souhaitais valoriser un peu auprès des marques, en leur disant voilà, aujourd'hui je suis très engagé auprès de ma communauté, c'est ce que je disais. Le côté les micro-influenceurs qui gagnent un petit peu du terrain parce qu'ils ont cette proximité avec leur communauté. Il faut savoir la valoriser aussi, ouais, clairement. Ouais. On va revenir rapidement sur les médias, ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au temps passé sur des prestations pour des rédactions versus le temps passé sur ta chaîne à créer tes contenus. Parfois, c'est pas si rentable que ça, même si tu as des contrats de prestations avec certaines rédactions, c'est pas si bien payé que ça. Est-ce que tu peux un peu plus en parler sans forcément citer de nom, hein, je veux pas créer de problème, mais après, dans l'ensemble, dans les secteurs sur lesquels tu bosses. Après, il y a des... Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai que c'est très, très compliqué, mais c'est compliqué pour les médias comme pour les pigistes. Déjà, en plus, le terme de pigiste, moi, quand je gérais des pigistes à 01net, on avait le feuillet qui correspondait à 1500 caractères, 1500 signes, donc espace compris. C'était un prix. Donc, on avait 60, 70 € pour ces 1500 feuillets, 1500 signes, un feuillet, et puis ensuite, il écrivait 2, 3, 4 feuillets, t'essayais de briefer ton pigiste, lui dire à peu près quelles infos tu voulais, et puis à la charge du pigiste aussi de coller avec l'angle éditorial du site. Ensuite, ça, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à bosser avec les médias, on a commencé à me parler de facturation au mot. Je dis, bon, ok, on va me facturer au mot, bon, pourquoi pas. Puis là, on te dit, bon, c'est 10 centimes du mot, voilà, bon, ok, tu veux écrire une brève, bon, c'est 5 €, tu veux écrire une brève urgente, bon, c'est 10 €. Et puis après, tu as des médias quand même qui sont pas obtus, qui voient bien que quand tu veux écrire quand tu rends un article, tu as des citations parce que tu as pris ton téléphone, parce que c'est ma formation, elle veut ça. Tu prends ton téléphone, tu décroches, tu appelles des gens, tu essaies d'avoir des infos. Tu fais pas juste. C'est un truc d'ailleurs que j'ai pas fait à 01net quand on avait du desk. J'étais très mauvais parce que j'avais toujours l'impression de devoir enrichir l'info. Alors qu'en fait, le terme de bâtonner de la dépêche, c'est tu prends ta dépêche AFP, tu recontextualises évidemment, tu essaies d'ajouter un peu d'infos avec ce que toi tu sais, tu complètes, etc. Tu fais ça au mieux, mais il faut que ça aille vite. C'est l'urgence de la news, quoi. T'es dans l'actu. Et donc cette actu sur la tech, moi, elle ne me convenait pas parce que je ne savais pas le faire. Je n'arrivais pas à écrire un truc, à me tordre le cerveau en me disant voilà, je vais prendre l'info de base, je vais la coucher, et puis voilà. Bosser avec un compteur, avec un chrono minuteur sur le bureau
Comme l'ont fait, hein, j'ai bossé avec des rédactions, ils me l'ont dit, nous, nos pigistes, ils bossent avec un minuteur. Bah ouais, parce qu'en même temps, quand tu es payé 20 euros et 25 euros, 30 euros sur ce qui est qualifié comme étant urgent, voilà, bah, il faut que tu en fasses quand même 10 la journée pour gagner 150, 200 euros. Après, derrière, tu as tes charges, etc. Donc ça, c'est quand même compliqué. Donc on a commencé à me parler de facturation au mot, et puis après, tu avais ceux qui étaient au forfait, 10 centimes du mot, et là, tu dis, ouais, mais attends, parce que moi, je vais à l'extérieur, ça me prend du temps, je prends des photos, je rentre chez moi, je retouche les photos sur Lightroom pour essayer de vous livrer un truc à peu près clean. Ah ouais, mais les photos, c'est dans le forfait, c'est dans le tarif. Tu dis, ah ouais. Moi, j'ai quand même travaillé dans des rédactions, on avait des photographes, les mecs qui faisaient ça. Alors, c'était un boulot de photographe. Hein. Le mec, pour te shooter 3 photos, il avait passé la pièce, il avait enlevé... Enfin, tu les as connus, les équipes photo, Olivier Cadouin notamment. Je sais pas, non, toi, tu avais le studio. Non. Toi, tu avais le studio. Bah, tu vois, le studio dans lequel vous bossiez avant, bah, c'était une salle photo, ça. Et donc, Okay. le mec, il enlevait toutes les poussières, il passait son temps avec ça, épousseter les trucs. C'était un travail d'artiste, quoi. Et donc, nous, déjà, on le faisait avec nos smartphones ou parfois avec des appareils. Voilà. Donc, ça, on te dit, bah non, c'est intégré dedans. Ok. Bon, mais moi, je sais faire de la vidéo aussi. Ah ouais, toi, tu sais faire de la vidéo, c'est vachement bien, ok. Bon, par contre, ça, bah, si tu peux nous faire une vidéo pour 80 euros, bon, bah, c'est bien. Là, tu te dis, bon, j'ai fait des tests où j'ai écrit près de 15-20 000 signes avec 8-9 vidéos à l'intérieur, des vidéos side-by-side de comparaison d'action cam. Ceux qui sauront chercher un peu vont le retrouver très vite, où j'ai dit, bon, ok, bah là, par contre, il y a quand même des placements à l'étranger, j'ai quand même 8 vidéos, c'est du temps de montage. Tu sais, hein, quand tu mets 3 images 4K dans une image pour avoir 4, 2 zooms et 200% pour avoir un peu de side-by-side un peu rendu, ça prend un peu de temps, un peu de temps humain et puis un peu de temps rendu aussi. Quand on dit à la fin 80 euros, là, j'ai dit, bon, c'est là qu'en fait j'ai eu un déclic, c'est que tu te dis, bon, ok, en fait, je vais peut-être ce nœud au cerveau que j'ai pas voulu me faire il y a 2 ans en me disant, bah tant pis, je vais essayer de vivre un peu différemment et me focaliser sur la chaîne, c'est là que ça a accéléré pour moi. Donc, la rentabilité, elle est très très dure pour le pigiste, le collaborateur, surtout quand après on te dit, bah, t'es payé en facturation, parce que quand t'es en pigiste, bon, bah, t'es journaliste, tu as les avantages du journaliste, et c'est du salariat. Voilà, c'est quand même une situation qui est la plus souhaitable quand tu es externe, quand tu es freelance. Quand tu es en auto-entrepreneur, voilà, tu redéclares derrière, tu n'as quand même pas grand-chose. Si tu veux continuer de vivre, bah, soit tu rythmes, soit tu... Moi, après, c'est très personnel. Si quand on te dit bah, un test, c'est payé 150 euros, parce que c'est à peu près ça, bon, bah, un test de produit, là, par exemple, un micro, bon, bah, c'est 150 euros avec photo comprise, entre 8 et 10 000 signes, par exemple. Bon, bah, à toi de jauger le temps. Moi, j'en ai qui me disent, bah, moi, il faut pas que ça me prenne plus d'une demi-journée. Et donc, une demi-journée, il faut que le gars, il ait reçu le produit, déballé, installé, testé, écrit. Après, la qualité du test, elle laisse peut-être à désirer, non ? Bah voilà, mais si les médias ont... Là où je dis que c'est compliqué pour le média, c'est que le média doit réussir à trouver sa rentabilité et qu'on le sait, si des boîtes médias ferment, s'il y a des licenciements, etc., c'est que le modèle économique du web, bah voilà, il est très complexe. Après, c'est des sponsors qui font vivre même des rédactions. Hein. C'est la pub et c'est des contenus partenaires. C'est des gens que tu envoies pour faire des shorts sur TikTok, pour faire des trucs sur Instagram. On les voit aujourd'hui, c'est florilège sur les réseaux sociaux. Et ça fait vivre des rédactions. Ça permet de maintenir des emplois. Donc, moi, ça me fait mal à mon métier parce que c'est des proximités aujourd'hui entre les entités médias et ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Mais je pense que le lecteur aujourd'hui arrive à faire, enfin je l'espère, arrive à faire la part des choses. Et quand tu es indépendant et que toi tu essayes de le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Voilà. Bon, en sachant tout ça, maintenant, un petit peu ton bilan par rapport à ces quelques années, donc depuis 2019 globalement, où tu as pris ton envol. Et en sachant les faibles revenus que peuvent générer des piges, enfin pas des piges, mais des prestations pour des rédactions, comment tu vois l'avenir par rapport à ton projet, ta chaîne YouTube notamment? Est-ce que tu te fixes des objectifs? Est-ce que tu te fixes une deadline pour arriver à en vivre? Ou comment tu vois les choses maintenant? Après, va dans les détails que tu veux. Voilà, c'est...
Écoute, sachant que j'ai toujours continué à bosser, et y compris aujourd'hui, mes deux activités sont avec Clean Rider sur la partie mobilité, donc trottinette, scooter, vélo, assistance électrique, etc. Un site et une équipe d'ailleurs avec qui je m'entends vraiment très bien dans les deux cas, parce qu'en fait, Clean Rider, c'est la verticale mobilité et automobile propre, qui est la verticale auto, qui ont quand même aujourd'hui, ça bourrine bien, pour le dire un peu familièrement. C'est un site qui publie beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est deux rédactions qui ont confiance en moi. En fait, j'ai arrêté d'autres rédac tech de mon fait. Je pense pas par souci. En tout cas, eux m'ont toujours dit, écoute, la porte reste ouverte si tu veux revenir et collaborer. Allons-y, il y a pas de sujet. Donc que ce soit avec Frandroid comme Clubic, je pense que les portes se sont pas refermées pour autant. En revanche, moi, je me suis quand même dit, je veux rester sur l'auto, et il s'avère que l'auto Clubic a arrêté. C'était pour eux que je faisais des tests auto pas mal. C'est dommage, ça fonctionnait bien. Bon, le choix a été fait d'arrêter. Et pour Frandroid, je faisais beaucoup de télé. Et la télé, c'était sur ma chaîne YouTube. Très vite, j'ai dit, ça sera rapatrié sur ma chaîne. Et tout l'aspect tech aussi. Donc, du coup, je me suis dit, je vais continuer à s'étoffer. Il y a des steps dans le YouTube game. Parce que quand tu passes les 10 000 abonnés, tu commences à recevoir des mails de gens qui te trouvent génial. T'es génial, tes vidéos, elles sont trop bien. Et puis, c'est des trucs qui sont mal traduits du chinois vers l'anglais et de l'anglais vers du français, ou parfois juste en anglais. Et tu sais que si tu mets le doigt là-dedans, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu vas peut-être faire plein de trucs. Tu vas peut-être ramasser plein de fois 150, 200 euros parce qu'ils veulent juste des petites pastilles de quelques secondes, des minutes, des machins. Donc, soit tu multiplies ces trucs-là et tu passes pour un espèce de vendu. Et puis là, plus dernièrement, le step des 20 000, tu sens déjà que tu peux commencer à te dire, OK, on peut peut-être déjà commencer à créer un truc avec les marques, sans vendre ton âme, réussir à faire des choses. Parce que, la difficulté pour moi, elle a été, alors, de mon interprétation, parce que les marques avec qui j'en ai jamais réellement discuté, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, peut-être qu'elles se disent que pour moi tout va bien aussi, c'est que quand tu as été aussi longtemps en contact avec les marques en étant journaliste, elles ne pensent pas à toi comme quelqu'un qui a besoin d'en vivre. Et donc du coup, les produits, ils arrivent, et puis alors certains restent, d'autres repartent, mais aucun n'arrive avec un budget à la clé. C'est-à-dire qu'aucun ne va arriver comme chez d'autres, où on te dit, ou moi je suis en position de force en disant, là maintenant, si tu veux passer sur ma chaîne, c'est temps. Je suis pas câblé, j'y arrive pas, et c'est une vraie faute, parce que tout travail mérite salaire. Donc c'est presque de l'amateurisme de ma part, tu vois, je le dis. Il faudrait que je sois capable de dire, non, aujourd'hui, si tu veux je crois que tu me l'as déjà dit, aujourd'hui, si tu veux te payer David Noguera, ça a un coût. Et c'est là-dessus que je devrais être beaucoup plus confiant. Mais j'ai l'impression, pour moi, c'est cool, je vais faire un produit, je vais faire un test, je vais en parler à ma communauté, c'est bien, sauf que ça paye pas les factures. Hein. Donc voilà, donc le souhait, il serait vraiment de continuer, de me donner combien de temps. Comme je te le disais, peut-être un peu en préambule, c'est un truc dont je parlais aussi avec un de mes abonnés. Je me disais, est-ce que je vais réussir à tenir encore une année quand je vois la tournure que prend certains traitements de l'info, certains médias, ce qui est publié, sur certains, cette proximité entre le contenu sponsor qui est fait, où tu vois que c'est les mêmes gens qui font les contenus qui ne sont pas du sponsor, cette barrière est en train de s'effriter. Mais encore une fois, il y a un cadre, et ça, là, je mets un peu mon éthique, ma casquette de journaliste, c'est que tu as des gens qui faisaient le boulot, qui font le taf, tu es journaliste, tu es dans une rédaction, tu fais suer, tu passes du temps, tu fais des interviews, c'est pas un métier qui est extrêmement bien payé, sauf quand tu es une star de la télé, une star de la radio, etc. Tu arrives à négocier des certains salaires aussi. Donc, c'est des médias qui ont du mal aussi à gagner leur vie. Et à côté de ça, tu vois le phénomène influenceur qui déboule très, très fort. Avec certains qui ne sont pas assis encore à la table, qui te demandent déjà des milliers d'euros pour commencer à discuter. Et donc, tu as des médias qui disent, moi, j'ai 10 bonhommes à faire vivre, 10 salariés à faire vivre, et en face de ça, j'en ai d'autres qui sont là en train de performer. Et donc, qui essayent de se positionner au milieu de tout ça. Et donc, c'est délicat. Et donc, eux, ça passe par des contenus sponsors, ça passe par des OP pubs. Alors, les OP pubs, c'est tenu aussi à des audiences qui ne sont pas toujours au top, parce que tu as d'autres médias qui existent, tu as du TikTok, donc les gens sont très disparates dans leur consommation, et puis il y a de moins en moins de fidélité. Et donc, tu peux pas leur en vouloir. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que ce que je vois, je me dis, qu'est-ce qu'on se mange comme nullité, pour pas dire autre chose, quoi. Qu'est-ce qu'on se mange comme truc. Et puis, les titres, où à l'époque, on disait, non, mais titres, marque, modèle, on fait ça, on informe, il faut que ça soit informatif.
Non, aujourd'hui, il faut juste que ce soit un truc où tu as envie de cliquer. Et moi, j'y arrive pas. J'ai pas encore réussi à me tordre ce truc-là. Et donc, là où je te dis, est-ce que je vais réussir à le faire encore un an, c'est est-ce que ma passion va suffire à faire en sorte que je vais réussir à mettre tout ça de côté. Je pense que oui, parce que à chaque fois que j'ai eu des coups de mou, en fait, il y a toujours un petit déclic. 01net, j'ai failli en partir plusieurs fois, mais il y a toujours un petit truc où tu dis, non, mais quand même, on fait un super métier. On sauve pas des vies. On le fait certes peut-être beaucoup pour la gloire, mais on a une énorme chance de toucher à autant de choses. Et surtout, quand tu rends service, quand tu le fais bien, c'est satisfaisant, clairement. Donc j'espère pouvoir grandir. Je sais que dans la poche peut me rapporter 550 000 abonnés. Facile. Ah bah oui, facilement. Donc je compte là-dessus. Écoute, tu as fait l'interview de quelque chose qui m'a fait chaud au cœur aussi. Je te cache pas, c'est toi, tu as fait l'émission avec Jérôme Colombin. Oui. Et ça m'a forcément replongé dans des grandes années, dans des gros événements où c'était extrêmement dense. Et quand on dit qu'on mouillait le maillot, CES, quand tu pars, que tu as 9 heures de décalage, que tu dors 3 heures, que tu briefes les équipes à Paris, que tu repars sur des tournages, etc., c'est extrêmement dense. Et c'est ce qui te fait vivre. C'est que t'es pas irremplaçable, mais la niaque que tu consacres à ça te fait oublier tout le reste, quoi. Et c'est pareil. Ouais, c'est clairement des bonnes expériences. Il y a plein de gens évidemment qui nous écoutent qui n'ont jamais vécu ce genre d'événement en vrai, et aller sur des salons comme ça à l'étranger, couvrir des événements, voir des produits tech, faire des interviews et tout. C'est quelque chose d'ultra motivant. Après, évidemment, on y passe beaucoup de temps, du temps que les gens ne voient pas nécessairement, parce que quand on est dans notre chambre d'hôtel à écrire des papiers, monter des vidéos, ça c'est le truc un peu moins glamour. Mais ça fait partie des bons moments qu'on vit en plus en équipe, parce que souvent on est à plusieurs collègues à se motiver à faire ça, donc c'est vraiment intéressant. Donc si j'ai bien compris, c'est pas forcément la passion qui diminue ou te fera arrêter, c'est plus, on va dire, l'aspect aussi financier notamment, qui est un peu plus compliqué que ce que tu avais anticipé, j'imagine. Est-ce que tu penses que les rédactions, les médias ont un peu vendu leur âme ont cédé à la pression d'Internet et aux influenceurs et aux titres, on va dire, putaclic, racoleurs, etc., au détriment de la qualité de l'information qui est censée être à la base du journalisme? Alors, pour certains, clairement, oui. Clairement, mais même pas que dans la tech. Je vais prendre un truc très très bête, mais il y a un média sport que je pensais d'ailleurs avoir pourtant bloqué de mon truc Discover, qui est le truc sous Android, l'espèce de colonne qui te regroupe toutes tes news là. Et le média avait titré, et je peux dire que j'étais très en colère. J'étais vraiment, ce média m'exècre vraiment. Et ils avaient titré Grande nouvelle pour la famille Schumacher. Et quand tu suis un petit peu la F1, tu dis ok, tu sais que Michael Schumacher, c'est un sujet quand même délicat maintenant depuis un paquet d'années. Quand tu dis ça, tu vois, il s'est passé un truc. Potentiellement, ils vont s'exprimer. Voilà, tu sais pas exactement, toi. Et en fait, tu cliques, et en fait, c'est juste, ça revient sur ce qui est en train de se passer pour Mick Schumacher. Et là, tu te dis, ok, là, on est vraiment, si tu me permets l'expression, le putaclic est vraiment ultra présent. C'est des choses qu'on voit beaucoup dans la tech, et c'est des choses aussi, là, plus récemment, où je me suis retrouvé, c'est pour ça que je dis, est-ce que j'arriverai à tenir encore un an, quand tu dis que même des gros médias, il y a un gros média, typiquement, qui a suivi des tarifs sur un lancement de prix de télé, et le gars publiait des tarifs, mais genre normal, c'est ça les prix des nouvelles télé LG. Et donc moi sur mon Discord, tout de suite ça pop, et j'ai dit non, c'est pas normal, j'ai pas eu moi les tarifs de la part de LG, c'est pas normal. Je contacte LG, ils me disent non, c'est pas des tarifs officiels, voilà. Bon, du coup je réponds à ma communauté, je fais non, ces tarifs-là sont pas officiels, les prix ne sont pas connus, bon bref. Donc ça reste effectivement sur Discord, et puis accessoirement je crois que j'envoie un tweet ou un truc comme ça. Ce truc se passe, on va chez un autre constructeur, et ce même média redit ouais là c'est cool, vous êtes bien placé, vous êtes 500 € moins cher que les prix de chez LG. Et je me dis putain, j'ai encore raté un truc, ils ont recommuniqué sur les prix et tout. LG me dit non, toujours pas communiqué. Et donc en fait tu vois, il y a cette capacité de celui qui est censé être journaliste à ce moment-là, je sais même pas s'il a une carte de presse, en tout cas il bosse sur un site qui peut-être n'a même pas de statut de média, j'en sais rien, en tout cas il bosse sur un site quand même bien connu. Et alors c'est pas Frandroid, c'est pas Clubic, parce que je vais quand même revenir sur ces deux cas-là.
Et tu te dis, c'est quand même fou de se dire que le gars aujourd'hui prend même plus le temps de vérifier, d'envoyer un message. Et c'est ça qui me convenait pas dans l'écriture de news. C'est que les gens, enfin, j'ai lu des trucs, et alors là, pour le coup, c'était sur Clubic. Tu te lèves le matin, tu vois que tu as un fil de news, parce que tu as un Google Doc partagé, etc. Et tu as des annonces de Renault qui sont sourcées Electrek. Je dis, les gars, vous êtes en France. Il y a des services de presse qui sont en France. Tu vas me sourcer ça d'un média étranger. Mais où est le taf? Sauf que c'est mal payé. C'est mal payé. Donc, quand tu es à un minimum, là, tu mets ton côté pro de côté et en fait, tu bosses dans une logique de financier. Donc du coup, tu as besoin que ça te rapporte. Il faut que ça paye. C'est payé pas cher. Donc, si le média assume le truc, voilà. Il y a des médias aujourd'hui qui te disent, nous, on assume le fait de mettre une personne sur un essai auto qui va te payer 200, 250 euros et que ce soit un essai partagé. Tant pis, tu nous ramènes pas du contenu exclusif, mais au moins on a coché la petite case, essai Renault Mégane E-Tech, hop, check, et puis c'est bon. Et ensuite, voilà. Après, il y a des médias qui essayent quand même de faire des choses avec des... Là, je vais parler plus de Frandroid, parce que Clubic, j'ai lâché depuis plus longtemps, et je suis moins le site, mais Frandroid, par exemple, qui est dans ce besoin de financer la rédaction. Ils ont évidemment des produits qui existent sur TikTok, ils ont du contenu partenariat, ils ont des choses comme ça. Donc oui, ils ont aussi des travers. Peut-être que parfois, ils ont des titres aussi un petit peu plus incitatifs, voire même putaclic, etc. J'ai pas l'impression que ça soit trop le genre. Je veux pas trop non plus les brosser dans le sens du poil, parce qu'ils ont aussi leurs travers, parce qu'ils ont aussi besoin de vivre, entre guillemets. Mais ce qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils sont extrêmement dynamiques. Ils ont du Twitch, ils sont extrêmement dynamiques sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ils ont lancé très vite des formats aussi, qui n'étaient pas nouveaux. Les carousels, c'était pas nouveau, mais ils les ont exploités. Ils ont des équipes qui sont jeunes, qui en veulent, etc. Ils ont parfois des remises en question intéressantes sur leur façon même de présenter les infos. Et est-ce qu'on va de l'autre côté de l'Atlantique pour voir une paire d'écouteurs, bilan carbone de l'opération, c'est pas génial. Donc c'est Omar d'ailleurs qui en parlait sur cette nécessité de repenser aussi son quotidien sur cet aspect-là. Donc il y avait, tu vois, pour toi qui était très porté sur le minimaliste aussi, enfin le côté minimalisme, pardon, cette logique que tu te remets, le côté consommons aussi un petit peu différemment. Donc il y a des médias où tu sens qu'il y a quand même envie de faire bien les choses. Et maintenant, voilà, à moi de savoir où je me place dans tout ça et comment je vais réussir soit à rebasculer, parce que la suite, je la connais pas. Si j'arrête YouTube, je sais pas, je vais aller élever des chèvres ou un truc comme ça. Est-ce que tu arrêterais à regret? Est-ce que tu verrais ça comme un échec, ou au final comme quelque chose qui t'a appris quelque chose et qui va te permettre de rebondir pour faire autre chose de mieux par la suite? Ouais, je serais extrêmement déçu. Je serais extrêmement déçu. Ce qui est sûr, c'est que si je devais changer de métier, ce serait sans doute plus dans un métier qui porterait sur l'humain, m'occuper soit un truc, c'est bête, m'occuper des personnes âgées, aller faire des jardins, tu vois, un truc franchement, qui n'aurait rien à voir, du bricolage. Tu sais que j'ai construit ma maison, donc voilà. Donc, mais ce serait un énorme regret, parce que je reste passionné de tech, et peut-être que je grillerais ma dernière cartouche en faisant des petites OP, mais qui me permettraient, ou en tout cas en étant plus clair aussi, en disant vraiment, en arrêtant de faire, c'est pas un côté diva, mais peut-être un côté, en tout cas en étant raccord avec la nécessité d'avoir de l'argent pour faire les choses, en assumant le fait que aujourd'hui faire des productions ça coûte de l'argent, et donc en disant aux marques, moi je peux venir, par contre je viens avec un cadreur, et puis, ou alors derrière il faut que je fasse monter la vidéo, donc c'est du budget, donc il faut que je considère. Donc peut-être que du coup je serais prêt cette fois, entre guillemets, un petit peu plus, non pas à me fâcher, mais à être plus pro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être professionnel, c'est aussi dire, mon travail, c'est de l'argent, et c'est un truc que j'ai encore du mal à faire, et tant pis pour moi, parce que du coup, je galère. Ouais. Bon, en tout cas, félicitations pour cette prise de risque. Moi, je te l'ai déjà dit à maintes reprises, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, de quitter un emploi après autant d'années de bons et loyaux services, en étant en plus compétent, avoir des responsabilités. De se lancer en indépendant comme ça, ça demande du courage, et ça fait déjà plusieurs années que tu le fais, donc c'est que tu es vraiment passionné et motivé, et je te souhaite de réussir. Évidemment, je mettrai dans la description de ce podcast tous les liens si vous voulez aller découvrir la chaîne de David, le suivre sur les réseaux sociaux, sur Discord notamment, pour participer aux nombreuses conversations autour des télés notamment. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui réagit là-dessus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, parfois, alors je participe pas, je suis un peu un membre fantôme, mais
mais je lis régulièrement ce qui peut se passer, donc c'est super intéressant. Et voilà, j'espère David qu'on aura l'occasion de se revoir en vrai prochainement, parce que c'est vrai qu'on est à distance, on n'a pas l'occasion de se prendre un verre régulièrement, Avec mais plaisir. ça serait top. Et voilà, merci d'avoir participé à cet épisode. Et je sais pas, est-ce que tu avais quelque chose à dire pour conclure cet épisode, une question que je t'ai pas posée ou un message que tu as envie de faire passer? Non, mais déjà, merci beaucoup à toi, c'était un plaisir. Et puis, j'espère que j'aurai assommé personne, parce que c'est vrai que du coup, j'ai tendance à parler beaucoup. Hein, je pense que les gens l'auront compris. Maintenant, pour tous ceux qui auraient des envies de se lancer, pourquoi pas. On dit souvent il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte est peut-être un petit peu plus compliqué actuellement. Et il faut trouver le truc innovant. Et soit moi, je suis encore beaucoup trop terre à terre. Mais je sais que j'ai beaucoup de choses à tenter, beaucoup de choses à faire. J'ai pas l'intention pour autant aussi. Alors, si vous voulez vous abonner, venez, abonnez-vous. Je vais pas m'arrêter tout de suite. Au contraire, si jamais j'ai ce pic d'audience qui continue de se porter, voilà, je continuerai. Et encore une fois, mon souhait aujourd'hui serait plus de trouver un stagiaire ou n'importe quoi qui me permettrait de rythmer tout ça. Donc voilà. Non, et puis tu m'as bien aidé aussi sur pas mal d'autres sujets, certaines créations, même pour mes lives, ça c'est un souhait, être plus présent au quotidien aussi. Donc voilà, c'est plein de chantiers, plein de choses, et continuer à bosser avec Clean Rider et Automobile Propre, avec qui ça se passe vraiment super bien. Et ça aussi, s'ils nous regardent, je les remercie. Il y a plein de trucs cool à faire, c'est sûr. Voilà. Parfait, merci encore David, et puis n'hésitez pas également à vous abonner à ce podcast, évidemment, pour suivre les prochains épisodes. Je fais ma promo, David, hein, si tu me permets. Ah ben, tu as bien intérêt. Abonnez-vous à ce podcast, que ce soit sur les plateformes audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les applications qui le permettent, avec un petit avis positif, gentil, s'il vous plaît. Et Bien puis sûr. sur YouTube également, on a la chaîne Dans la Poche Podcast qui existe, où vous pouvez retrouver le format vidéo pour voir nos têtes à David et moi-même pendant cette conversation notamment. Et voilà, donc si ça vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Ça me fera vraiment plaisir. Ça nous aide aussi pour la visibilité de ce podcast, pour le faire découvrir à de plus en plus de personnes. Merci encore et à très vite dans votre poche.